Une disparition, c'est des cauchemars. C'est des cauchemars permanents. Comment dire, c'est une angoisse, c'est indicible. Mon horloge biologique s'est arrêtée en 86, voilà. Aujourd'hui, je ferais n'importe quoi pour retrouver Martine. Pour moi, on sort du tunnel. Je l'espère, et j'y crois. J'ai confiance, enfin, moi je crois. Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. On les appelle les cold cases, des affaires classées, réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette de retrouver la trace des coupables. Ce sont ces dossiers qu'Au bout de l'enquête vous propose d'ouvrir chaque samedi après-midi sur France 2 en compagnie du professeur de criminologie Alain Bauer. 35 ans. Voilà 35 ans que la famille de Martine Escadellas se demande ce qui est arrivé à cette ravissante jeune femme de 24 ans. Ce matin du 8 décembre 1986, elle se prépare chez elle à Ramonville, dans la banlieue de Toulouse, pour sa journée de travail. Mais subitement, elle disparaît. Très vite, les enquêteurs comprennent que c'est ce qu'il est convenu d'appeler une disparition inquiétante. Du sang est retrouvé dans l'escalier et la cave de l'immeuble, mais le corps reste introuvable. 30 ans plus tard, une mystérieuse lettre va relancer cette saga judiciaire. C'est un film signé Guillaume Maury. Le matin à 7h45, Martine Escadellas prend sa voiture, elle amène son compagnon Thierry jusqu'à l'arrêt de bus, et ensuite, il y a beaucoup d'interrogations. Bon, moi je prends le bus pour aller travailler, et puis bon, Martine elle rentre, elle s'en va, et elle va à la maison pour se préparer. Vraisemblablement, elle est revenue chez elle. Elle a garé sa voiture sur le parking intérieur de la résidence. Il y a des éléments qui sont étranges. Le fer à repasser allumé était posé sur la planche à repasser. C'est dangereux. Le petit déjeuner était prêt ou en cours de consommation. Et plus de nouvelles. Ce 8 décembre, j'appelle son travail parce que je voulais que Martine m'achète une course pour moi. Là, on me dit, si vous voulez, Martine n'est pas là. Je trouvais bizarre. Hein. Et de là, bon, j'essaie d'appeler à l'appartement de Martine et bien sûr, ça ne répondait pas. J'appelle donc Simone, ma sœur, et de là, elle me dit, je suis pas très loin, je vais me rendre chez Martine. C'était 15h45 à peu près. Je suis allée sur les lieux et là j'ai rencontré la femme de ménage qui faisait du ménage. Et
Et elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, elle me dit, mais il y a du sang partout. Donc je suis montée jusqu'à l'étage de Martine, j'ai entendu le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Je suis redescendue avec cette dame, nous sommes allés à la cave. Et là, en fait, il y avait pratiquement toutes les caves ouvertes. Et là, on en a trouvé une où il y avait des bijoux cassés, une poche plastique avec beaucoup de sang. Et là, voilà, je me suis dit qu'elle était morte. Je ne savais plus où j'habitais. Je suis ressortie. Je suis allée voir un commerce en face et qui m'a amenée à la gendarmerie de Ramonville. Et moi, quand j'arrive, il y avait tout le monde. Il y avait les gendarmes, il y avait le procureur, il y avait tout ça. J'ai eu un choc. J'ai eu un très gros choc. Je ne savais plus où j'habitais, je ne comprenais pas. J'essayais de comprendre et j'y arrivais pas. Et le pourquoi, le comment. Je comprends pas. Je comprends pas, je suis carrément sur le choc et tout, et je sais plus, puisqu'après je pète un peu les plombs. Je sais qu'après ils font venir un docteur, ils me font une piqûre justement pour me calmer. Martine, c'est une jeune femme très jolie, qui a un travail de secrétaire, qui a une vie tout à fait, comment dire, banale, la vie de tout le monde, quoi. Elle a un copain. Ça faisait déjà presque 8 ans qu'on était ensemble. Là, on a pris un appartement qui était du côté de Ramonville. Les projets, on les avait, puisque déjà on a un compte commun, on avait un appartement, on commençait sur l'arranger. Puis on démarrait, parce qu'on avait juste des petits boulots comme ça, on démarrait dans la vie. Elle était toujours, elle souriait tout le temps. Martine était la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Martine était quelqu'un de très généreux, très douce, coquette. Martine était toujours prête à rendre service aux autres. Elle se rendait tous les week-ends chez les parents. C'était la petite dernière, le rayon de soleil de tout le monde. Martine, ce n'est pas quelqu'un dont le passé a un relief particulier. C'est pas quelqu'un qui a été impliqué dans des affaires délictuelles, criminelles ou quoi que ce soit. Enfin, c'est la parfaite jeune femme de la région toulousaine. Bonsoir. Martine, une jeune secrétaire de 24 ans, a disparu depuis une semaine à Ramonville-Saint-Agne. Une disparition plutôt mystérieuse. Traces de sang sur les murs et sur les escaliers dans son appartement. Et enfin, Martine serait partie subitement en laissant son fer à repasser branché et son petit déjeuner intact. Lorsqu'on apprend cette information, on commence à aller enquêter sur place. La plupart du temps, les gens disparaissent. On ne sait pas pourquoi, ni comment. Et ils ne laissent rien derrière eux. Alors que là, les traces de sang, ça implique très rapidement qu'il y a un gros problème. Donc on voit que côté gendarmerie, il y a effectivement une prise en charge rapide et importante de cette disparition.
qu'on ne comprend pas. On a fait l'hypothèse de la fugue, on a dit l'accident. Je crois que les enquêteurs ont appelé tous les hôpitaux du coin. La gendarmerie met le paquet. Exploration du canal du Midi, de la Garonne avec des plongeurs. Un hélicoptère et même survole la zone. Enfin, c'est les grands classiques des recherches à la gendarmerie. Et tout ça ne donne rien. À 8h30, une voisine qui habite à l'étage au-dessus, au 4e, entend des cris dans l'escalier, du bruit. Elle sort, c'est une femme qui est médecin, je crois. C'est cette voisine du dessus qui entend des bruits, qui entend des cris, qui ouvre sa porte, qui a ses enfants qui sont prêts à ce qu'elle les amène à l'école, et qui viendra dire que dans un angle de vue constitué par le garde-corps sur lequel elle se penche et elle regarde l'escalier, extrêmement réduit. Et elle aperçoit un homme accroupi sur quelqu'un, vraisemblablement Martine. Mais bizarrement, ce témoin, pour des raisons incompréhensibles d'ailleurs, ne bouge pas, ne bronche pas. Cette voisine qui entend des cris n'intervient pas. Elle referme sa porte et rentre chez elle. Quelques minutes plus tard, elle ressort avec ses enfants et descend au sous-sol prendre sa voiture. De nouveau, elle entend des appels qu'elle distingue mal. Et encore une fois, elle ne réagit pas et quitte l'immeuble. Le témoignage de cette femme va avoir un rôle déterminant dans l'enquête. Savoir ce que Martine a souffert, c'est se voir mourir, la pauvre, c'est ça qui nous fait le plus mal, quoi. Et cette femme, parfois, on lui en veut, quoi. On se dit que... C'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter, qu'on ne surmontera jamais. En vie, voilà, c'est difficile. C'est très compliqué pour nous. La voisine décrit un homme de dos qui portait une veste genre veste en tweed, légèrement dégarnie, avec des cheveux grisonnants. Elle donne une vague précision sur l'âge, entre 40 et 50 ans. Voilà ce qu'elle peut dire sur la personne qu'elle a aperçue, de dos. Donc, Ce qu'il faut comprendre, c'est que en 86, l'ADN, il n'y en a pas. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. C'est dire si, globalement, en termes de technique scientifique, c'était pauvre. Au regard des constatations, notamment du sang qui est dans l'escalier, mais aussi à la cave du couple, où il y a une très très grande quantité de sang, c'est que l'agresseur a forcément porté ou traîné le corps dans les escaliers, laissé le corps dans ce réduit un laps de temps, en tout cas un laps de temps suffisant pour lui permettre de regagner sa voiture qu'il avait de toute évidence garée derrière l'immeuble, à cul de la porte de sortie de derrière de l'immeuble, pour pouvoir charger le corps et ensuite l'amener et faire disparaître. ça peut faire penser à quelque chose de préparé, comme si quelqu'un avait attendu, avait passé du temps à repérer les allées et venues dans l'immeuble. Parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Et surtout, personne ne se méfie de quoi que ce soit à 8 h du matin. Personne.
Les gens ont peur du noir. Ils n'ont pas peur du matin. C'est comme ça. On s'est posé tous des questions. De toute façon, dans ces moments-là, tout le monde se regarde en chien de faïence. Il ne faut pas se cacher. C'est vrai que nous avons aussi pensé au compagnon de Martine, à Thierry, qui, bon, on s'est dit, tiens, Thierry, il était dans tous ses états, mais on a dit, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que vous vous êtes disputés? Disons, Thierry est inquiété, c'est normal. Ils vont enquêter, hein, ils vont tout chronométrer par rapport à chez moi, à l'arrêt de bus et beaucoup de choses, et questionner du côté de mon travail. C'est normal. Je veux dire, les témoignages de mon travail, je suis présent là-bas sur la journée. Son emploi du temps, tout collé vraiment. Il a été très vite écarté de tout ça. Pendant les années qui ont suivi, l'affaire de Martine Escadeas a mobilisé une partie de la section de recherche. Les enquêteurs sont vraiment accrochés à cette affaire. Ils l'ont jamais lâché d'ailleurs. Ils l'ont jamais lâché. Une des hypothèses avancées par les enquêteurs de la gendarmerie, ça peut être un enlèvement suivi d'une prostitution forcée. Dans le genre traite des blanches. Donc, ça les amène à enquêter sur la Costa Brava en Espagne. Côté côte, donc Playa de Haro, Cadaqués, tout ce secteur, disons, touristique, hein, et à Barcelone. Notamment dans les quartiers chauds de Barcelone, où il peut y avoir effectivement des cas de séquestration liés à la prostitution. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais ces recherches n'aboutissent à rien. On commence à parler de qu'elle était partie pour la prostitution, qu'ils l'ont vue en Espagne. Comment dire, ce monde-là, j'avais du mal à le comprendre parce que pendant tout ce temps, l'enquête n'avançait pas. Puis moi, après, j'ai perdu espoir parce que tout ça, c'était atroce. Il fallait que je m'en sorte parce que c'était trop. Mais je me suis accroché dans le sens parce que comme on vivait ensemble, on a un compte commun. J'ai jamais touché l'argent sur le compte. J'avais toujours peut-être espoir qu'elle se serve de la carte bleue, du chèque ou n'importe quoi. Toujours l'espoir peut-être qu'elle revienne. On s'est dit, il ne faut pas changer de téléphone, on ne sait jamais, parce qu'il n'y avait pas les portables à l'époque. On avait toutes des fixes, toute la famille. On se disait peut-être qu'elle va nous appeler, il ne faut surtout pas changer de téléphone, elle va revenir. On s'était dit qu'elle allait revenir, on y croyait pendant des années, on y a cru. L'ordonnance de non-lieu, elle a un impact absolument terrible pour eux parce que le dossier est fermé, l'enquête est close et que pour eux, ça veut dire circuler, il n'y a plus rien à voir. 3 ans ont passé depuis la disparition de Martine Escadeas. Nous sommes en 1989. Les grands moyens ont été déployés pour retrouver son corps. Les investigations se sont même poursuivies à l'étranger. Tout cela en vain. Cette année-là, c'est le coup de massue pour la famille. Le dossier est refermé. Alain Bauer, comment peut-on refermer un dossier alors même qu'il n'a pas donné de résultat ?
Parce qu'il n'a pas donné de résultat, parce qu'il y a des centaines de milliers d'affaires tous les ans, des dizaines de milliers en cours, 4 millions de crimes et délits enregistrés, des dizaines de millions de victimations, des dizaines de millions de contraventions dont certaines portent sur des violences et donc ne relèvent ni de la contravention, ni du stationnement, ni de la vitesse. Et donc il faut faire avec les effectifs et les moyens disponibles, avec la pression médiatique, la pression politique parfois, la pression de la hiérarchie. Et donc, on fait en fonction des événements. Et quand il ne se passe rien pendant un temps suffisamment long et pour une affaire trop compliquée, on la met de côté, on l'oublie ou on la classe. Mais alors, qu'est-ce qui peut permettre de rouvrir un dossier ? Un événement médiatique, un événement politique, une pression de la famille, une manifestation, une lettre anonyme, et surtout la conviction du parquet qui seul a le pouvoir de rouvrir une investigation. Et il se trouve que dans l'affaire Martine Escadillas, c'est la télévision qui a permis de relancer l'affaire. Il décide, et certainement sous l'impulsion de René Semblanca, l'époux de Nicole Escadillas, que non, il n'y a pas de renoncement possible. Donc ils vont aller faire le pied de grue dans les locaux des gendarmes de Toulouse. J'étais un petit peu le 9e homme de la gendarmerie à Ramonville. Pour tout vous dire, on m'envoyait un petit peu sur les roses. J'étais tout le temps là pour savoir. C'est pas que je sois fouineur, mais je voulais savoir. Et je pense que dans des cas comme ça, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours être présent. Donc il s'est lié un petit peu d'amitié pour certains enquêteurs et de ce fait, on n'a jamais lâché l'affaire. Il faut continuer à se battre, aller voir les enquêteurs. Si on n'est pas là derrière eux pour toujours leur dire il faut y aller, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et puis ils ont une idée. Une idée qui, moi, rétrospectivement, que je trouve, assez géniale pour l'époque. C'est qu'ils vont aller taper à la télé. Et là, il se trouve qu'à cette époque, il y a une émission qui est sur TF1, qui est une émission extrêmement novatrice en la matière, qui est Témoin numéro 1. Témoin numéro 1, c'était l'émission de Jacques Pradel qui avait pour objet de retrouver des personnes disparues. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas me présenter à TF1 et demander pourquoi nous ne pourrions pas faire cette émission? Bon, on m'a dit, c'est pas possible, bon, il y a beaucoup d'attentes, n'y crois pas. Et moi, je n'ai écouté personne. Je suis parti avec Nicole. J'ai pris ma voiture, mon petit cartable d'écolier, si je puis dire. Excusez-moi, mais c'est vrai en plus. Et je me suis rendu à TF1. J'ai pris mon petit tourniquet, là, TF1, je me suis présenté, je leur ai dit, voilà, j'habite à tel endroit, chez nous, il s'est passé ça, ça et ça. Nous aimerions comprendre, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour réouvrir l'enquête, parce qu'à ce moment-là, l'enquête, il y a un non-lieu. Et je pense qu'une chance a été saisie. J'ai fait des rencontres, de belles rencontres, notamment un journaliste qui m'a très bien accueilli, qui a compris ma douleur, notre douleur. Jacques Pradel va comme bon nombre de gens, quand il rencontre la famille Escadillas, et va être touché par cette franchise, par cette sensibilité, par leurs mots. Et ça, effectivement, c'est la force de la famille Escadillas dans ce cold case. Peut-être ce soir, quelqu'un pourrait éventuellement se souvenir de quelque chose. Je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Et dans beaucoup d'affaires traitées dans cette émission, on a pu obtenir des témoignages, même sur des périodes très anciennes. L'émission Témoin numéro 1, pour moi, était un palier extraordinaire, un strapontin. Vous avez ce sentiment très fort qu'elle est tombée dans une sorte de... C'était pas du tout hasard. C'était préparé, quoi. C'est pas le hasard, disons, qui a fait qu'elle disparaisse ce matin-là. On se dit, même si elle a été enlevée, bon, elle nous donnerait peut-être un petit signe, quelque chose.
On espérait. On espérait toujours, mais voilà. On s'est dit, on ne sait jamais. Voilà. On vivait toujours dans l'espoir. Nous, on attendait énormément. Bon, moi, je me suis dit, on va avoir des appels. Peut-être des personnes vont parler. Vous avez un appel particulier à lancer les unes aux autres? En fait, on a fait appel à toute la population, tous les gens qui auraient pu rencontrer Martine les mois précédemment la disparition. Et en fait, tous les gens peut-être de l'immeuble qui auraient pu voir dans la semaine quelque chose d'un petit peu... Voilà. Et que donc les gens ne se disent pas, mais c'était très, très ancien, il faut le faire. Près d'Alicante, au restaurant Paqui, j'ai rencontré une jeune femme qui parlait très bien français. Elle était française, ressemble beaucoup à la photo. Elle se trouve à Paris dans le 18e boulevard Ney. Elle se cache chez une amie. Et certes, il y a eu beaucoup d'appels, il y a eu des vérifications de faits. L'émission de Jacques Pradel, témoin numéro 1, n'amène aucun nouveau témoignage décisif, aucun nouvel indice. En revanche, ça réveille l'intérêt du parquet. Et donc, il y a une nouvelle enquête qui est ouverte. Quand le nouveau directeur d'enquête, dans le cadre de la réouverture d'enquête, vient sur les lieux, bien sûr, toutes les traces de sang ont été nettoyées dans toutes les parties communes. Mais, chose extraordinaire, celles qui conduisent au cave, autrement dit le couloir, qui est un couloir qui est en mur crépi, mais de façon absolument brute, il n'est même pas peint, figure une tache de sang donc de 40 sur 40 à peu près, qui n'a jamais été nettoyée parce que c'est un couloir de cave. C'était une aubaine, principalement parce que, en 10 ans, les progrès en matière de police scientifique ont été colossaux. Donc c'est là qu'effectivement ils décident de la découper, littéralement, et de l'envoyer au laboratoire de police scientifique. Mais grosse déception, puisque si on trouve effectivement de manière absolue que c'est l'ADN de Martine Escadillas qui est sur cette plaque de ciment, il n'y a aucun autre ADN, ni mélangé, ni identifié. Dans les années 90, explose ce qu'on a appelé l'affaire Allègre. Il risque la réclusion à perpétuité. Patrice Allègre comparé depuis ce matin devant les assises de la Haute-Garonne. Celui que l'on considère comme l'un des plus grands tueurs en série français est accusé de 6 viols et 5 meurtres de jeunes femmes. Il y avait l'affaire Allègre. Donc nous avons pensé que peut-être Allègre pouvait être pour nous aussi être intéressant. Et là, les juges, 2 juges, ont écrit au patron de l'ASR pour les relancer. Et là, il a été ordonné de retravailler dessus. Donc il y a eu la cellule homicide 31. La cellule homicide 31 a été créée suite à l'affaire Allègre pour pouvoir creuser et trouver d'autres crimes commis par Patrice Allègre. Ils sont convaincus que Patrice Allègre n'a pas tué que 5 fois, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà trop, bien évidemment. Ils sont convaincus que durant une période de 7-8 ans, il n'a pas pu rester sans commettre de crime. Patrice Allègre est peut-être le plus grand tueur en série français. L'enquête continue, il est soupçonné dans plus de 10 autres affaires de meurtre. Mais là, on se dit que vraiment, comme c'est un tueur en série, on s'est dit, bon, mais c'est la énième qui l'a tué. C'est horrible parce que quand on sait tout ce qu'a fait cet homme, on se dit que franchement, si
si. Même si au fond Martine est morte, que ce soit une personne ou une autre, mais Patrice Allègre, vraiment, c'est quelqu'un de... C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Et là, c'est sûr qu'on se dit, bon, mais oui, peut-être, pourquoi? Pourquoi ça serait pas lui? Pourquoi soupçonner Patrice Allègre? Martine Escadellas, c'est une jeune femme, elle est mignonne. Elle pourrait correspondre au profil des victimes de Patrice Allègre. Allègre fréquentait bien le coin là, de Ramonville. Il allait en dessous de cet immeuble, parce qu'il y avait le Santa Fe. Le Santa Fe, c'était un bar qui était sous l'immeuble où on habitait. Bon, il devait avoir quand même 17-18 ans, il était quand même jeune, mais bon, on sait jamais. Un témoin a décrit une personne d'un certain âge, à qui il manquait, me semble-t-il, des cheveux. Et mon client n'avait pas un certain âge, il avait tout juste 18 ans. Et c'est quelqu'un qui avait une coupe de cheveux très particulière, très frisée et très chevelue. Pour moi, il était trop jeune, Allègre, à l'époque. Pour moi, ça ne pouvait pas être Allègre. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. C'est encore un gamin. Il n'est pas encore entré dans sa période criminelle la plus dure. La cellule homicide 31 va chercher, va creuser. Elle ne va rien trouver. Aucun autre meurtre ne va être imputé à Patrice Allègre, ni celui de Martine Escadellas, ni un autre. Ah ben c'est une injustice, on se dit mais comment bousculer la justice, comment rouvrir un dossier, comment on peut faire? Parce que bon, vous ne redémarrez pas une enquête comme ça, surtout que ça commençait à être ancien. Moi je me suis trouvé dans des discussions d'enquêteurs, ils ignoraient qui j'étais, ils ne savaient pas que j'étais le beau-frère de la victime. Mais c'était presque la casserole, l'affaire Escadellas, ça devenait une casserole, je m'excuse de dire ça, mais c'était très difficile. Pour la famille Escadellas, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a pas une fête de Noël, il n'y a pas un anniversaire, il n'y a pas une fête de famille sans qu'il y ait l'ombre ou la présence de Martine. Ce sont des gens qui ont un traumatisme, qui n'ont jamais pu soigner. C'est une plaie ouverte. En janvier 2016, arrive une lettre qui est envoyée au parquet de Toulouse. La personne qui la rédige et qui la signe explique que pour elle, il est totalement impossible que cette affaire puisse être, 32 ans plus tard, toujours non élucidée. Et elle va décrire, de façon extrêmement précise, l'environnement du couple que constituait Martine avec son ami de l'époque, Thierry. Pour elle, il n'est pas possible que ne soit pas exploitée la piste d'un familier du couple qui n'a absolument jamais été inquiété. En
1986, Martine était une amie très proche. Je pense que le coupable est Joël. Je pense qu'il était tombé amoureux de Martine Escadellas. Et ça constitue le seul et unique élément qui va permettre à la justice de réouvrir, donc une 3e fois, l'enquête propre à ce cold case. Un espoir renaît en 2016. C'est l'évidence même. Et c'est la lettre qui nous a tous redonné du baume au cœur. On s'est dit, bon, ben là c'est bon, maintenant, on va voir si ça tient la route. En 86, Joël, c'est un ami du couple. C'est un ami de Martine, comme un ami de son compagnon. Parmi d'autres amis, c'est un jeune, ils ont 22, 23 ans, ils font de la moto, ils font du sport, ils s'amusent, ils font de la bringue, tout se passe bien et c'est un groupe de copains, quoi. Et c'était quelqu'un, oui, on avait confiance en lui. Il était serviable. Après, c'était quelqu'un quand même qui, il fallait qu'il soit au-dessus un peu des autres. Donc je pense qu'il avait quand même il devait être complexé un petit peu parce que chaque fois qu'on partait en randonnée, il fallait qu'il soit toujours plus loin que nous pour montrer que c'était le meilleur en randonnée. Les enquêteurs vont découvrir que ce garçon, au moment des faits, vient d'être titularisé dans son poste de régisseur au sein de l'Éducation nationale pour le compte de ce lycée qui est le lycée Déodat de Séverac à Toulouse. Et subitement, mais dans les semaines qui suivent la disparition de Martine, il va renoncer à cette titularisation, il va se diriger vers une région totalement inconnue pour lui, à savoir la région lyonnaise plus grenobloise. Et il va aller retrouver une jeune femme, 16 ou 17 ans à ce moment-là, comme sur un coup de tête en quelque sorte, comme si, disons-le, il fuyait quelque chose. Moi, je réfute complètement l'idée qui a pu être avancée d'une fuite. Alors, il ne quitte pas un emploi, il est fonctionnaire et il a la possibilité d'être en disponibilité et d'aller rejoindre d'ailleurs celle qu'il aime à ce moment-là. Il n'a absolument pas abandonné le métier qui était le sien, c'est une contre-vérité de dire ça. Et les révélations de cette jeune femme sont aussi très troublantes parce que elle va décrire un homme ombrageux qui, dès les premiers mois, va lui demander de prendre l'allure de Martine Escadellas. Tant par la coiffure que par les vêtements. Mais plus fort encore, c'est que elle déclara qu'au cours de leur relation, il lui a donné une montre et elle s'en rappelle extrêmement bien, elle l'a décrit. Cet élément va être rapporté à la famille qui vont dire mais ça c'était la montre de Martine. Peut-être la fin de 32 ans de mystère dans la disparition d'une jeune Toulousaine, Martine Escadellas. La pugnacité des enquêteurs a permis d'arrêter un proche de la famille. Il est passé aux aveux. Quand il est interpellé, personne ne comprend. On a une épouse qui ne comprend pas ce qui se passe, on a des enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe, enfin tout le monde est dévasté. C'est un père de famille qui a toujours honnêtement travaillé, qui a toujours honnêtement gagné sa vie, qui n'a jamais fait parler de lui. Au bout de quelques heures, Joël fait 33 pages d'aveux. C'est pas 3 lignes
qui sont susceptibles d'être le fruit d'une fatigue, d'un relâchement. Non. Je veux libérer ma conscience. C'est écrit. Il explique que clairement, il est allé lui déclarer sa flamme, quoi, et que les choses ont mal tourné. Il expliquera comment il va battre coup de poing Martín Escadellas. Martín essayait de partir. Je l'ai à nouveau frappé. Martín est tombé et je l'ai retrouvé au pied de l'escalier, inanimé. Lui nous expliquera qu'il va spécifiquement à la cave de Martín et de Thierry et qu'il va y entreposer le corps le temps qu'il aille chercher son véhicule, de façon à pouvoir charger le corps au sein de son véhicule et partir. On a appris par le procureur qui nous a appris qu'il avait avoué. Et là, ça a été un choc. Un choc, c'était... on s'est effondré. Ouf. Voilà. C'était vraiment un gros soulagement pour nous. C'était... On n'en croyait pas à nos oreilles. C'est terrible. Vous vous rendez compte, 35 ans après, le gars qui avoue, qui donne des détails. Mais c'est énorme. C'est énorme. Autant ma sœur, elle a toujours cru qu'elle était morte, mais moi, pour moi, elle est morte en 2019, le jour où on a arrêté cet homme. Et là, oui, en 2019, moi, ça a été la douche froide, là, ça a été très, très, très difficile. Parmi les questions précises que lui posent les enquêteurs, c'est où est le corps de Martín? Au bout du compte, on se demande si 34 ans plus tard, c'est pas plus important que qui a tué Martín. Je n'ai pas la certitude où se trouve le corps. J'exclus la Garonne, car un corps revient à la surface. Je pense l'avoir enterré dans un bois, sur les coteaux de Pêche-David. Je ne suis pas capable de vous y ramener. Les années ont passé. C'est ça qui est le plus dur. Martín est quelque part, voilà, comme un chien errant, voilà, elle a été déposée, enterrée, je sais pas, enfin, c'est ça qui fait mal. Il va expliquer que tout ça n'existe pas, qu'il est totalement innocent, qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Il n'est pas le meurtrier de Martín Escadellas. Je suis innocent dans ce dossier. Je suis étranger à la mort de Martín Escadellas. Il est très compliqué pour un avocat d'expliquer pourquoi on a des aveux en garde à vue qui ne sont pas le reflet de la réalité. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est déjà arrivé dans notre histoire judiciaire que des gens avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis? Oui, c'est arrivé. Je crois que on ne peut pas se mettre à la place de la famille Escadellas lorsqu'elle découvre que 30 pages d'aveux sont, en l'espace d'une fraction de seconde, nié par le mis en examen au motif, et il le dit au juge d'instruction, qu'il lui aurait été dicté par les enquêteurs tout au long de sa garde à vue. Alain, le suspect a commencé par avouer le meurtre de Martín Escadellas en donnant des détails et puis il s'est rétracté, il est revenu sur ses aveux. Donc quelle valeur ont-ils?
Eh bien, pendant longtemps, on a cru dans ce pays que l'aveu était la reine des preuves. Et d'ailleurs, on allait arracher les aveux. Le système était inquisitorial, c'était l'inquisition. On avait même un système, le jugement de Dieu, où on se battait, on marchait sur des braises ardentes, on était jeté dans un sac dans l'eau, et si on survivait, c'est qu'on était innocent, et si on était brûlé ou si on se noyait, c'est qu'on était coupable. Le système a toujours considéré qu'il fallait obtenir par tous les moyens l'aveu. Et puis la loi a changé, le système a évolué, aujourd'hui on a le droit de se taire, on a le droit de mentir, on a le droit de revenir sur ses aveux, et l'aveu s'est un peu dilué. Il y a une tentation naturelle, mais ce qu'on appelait la règle de l'aveu est devenue peu à peu la règle de l'enquête. On construit une enquête, et quand on pose des questions, c'est qu'on a déjà des réponses. À part le flagrant délit, où on est pris sur le fait, tout le reste, en fait, aujourd'hui, c'est un processus d'enquête, de construction de l'enquête, d'utilisation de méthodes nouvelles, technologies, criminalistiques, etc. C'est ça qui construit une capacité à aller chercher un aveu comme la cerise sur le gâteau, mais elle ne remplace pas le gâteau. Oui, mais alors, quelle est la valeur de l'aveu, quelle est la valeur de la rétractation? Un suspect avoue, il se rétracte, que se passe-t-il? Est-ce que l'un annule l'autre? Non, non, les deux sont là dans le dossier, l'un après l'autre. On a parfois des aveux, des rétractations, suivis de nouveaux aveux et de nouvelles rétractations, des aveux, une rétractation, et puis des nouveaux aveux en plein tribunal, et puis un recours en cassation, parce que pourquoi pas. Non, non, tout est dans le dossier. Le seul moyen d'annuler des aveux, c'est parce qu'on convainc un tribunal qu'ils ont été extorqués, notamment par la violence, et à ce moment-là, ils disparaissent du dossier, mais à ce moment-là seulement. Alors sur cette question des aveux, il y a le droit, bien sûr, mais il y a aussi la souffrance des familles. On est éprouvé. Quand on ne peut pas faire le deuil, c'est épouvantable. Vous êtes éprouvé à vie. À vie. On est en 2021, mais 86 pour nous est très proche. Il y a toujours une absence, toujours. Il manque toujours Martine. On veut que Martine repose à côté de nos parents. On veut qu'il y ait une sépulture, qu'il y ait une messe et qu'il soit dite pour Martine. Elle mérite ça. Et tant qu'on n'aura pas le corps de Martine, la cicatrice ne se refermera jamais. Le suspect, qui reste présumé innocent, a récemment fait une demande de mise en liberté qui a été refusée. Son procès devant les assises de Haute-Garonne, à Toulouse, devrait avoir lieu dans les prochains mois.